Janvier 1991, 44 chars AMX-30B2 et leurs équipages du 4e régiment de dragons rejoignent la division Daguet aux frontières de l'Irak. Trente ans plus tard, quelques-uns de ces vétérans de Daguet sont toujours en service à Sissonne, au 94e ERI, le centre d'entraînement en zone urbaine. Dans ce 4e et dernier épisode, des anciens cadres de l'escadron d'AMX-30B2 de Daguet font part de leur expérience aux équipages actuels des 4 vétérans du Sanzub. Et moi, je travaillais à l'Odomèche et au compas qui était monté dans ma tourelle. Compas qui était plus ou moins juste. Et avec ça, j'ai fixé un cap et une distance à l'escadron et une progression comme ça de bout en bout. Alors évidemment, on n'avait aucun manuel. Le seul manuel que nous avions qui traînait dans l'escadron était un feed manuel américain datant de 1943, qui disait, en anglais bien entendu, comment est-ce que les chars se comportaient et pouvaient travailler dans le désert. C'était un peu léger. Donc, traversée de l'Arabie Saoudite, et là, on a attendu. Passé un mois à attendre. On était carburant libre, potentiel libre. Donc, 2 jours sur 3, on se sortait comme on voulait. Absolument comme je voulais en tant que capitaine. Et ben voilà, je vais me balader là-bas. Je disais au PC, je vais driller. Et je sortais. Le 3e jour, on restait sur place en alerte, prêt à démarrer s'il y avait quoi que ce soit. Et les 2 autres jours, et là, on a roulé dans le désert. Ça nous a permis de définir ce qu'on a appelé les ailes de canard inversées, c'est-à-dire l'escadron travaillait, on faisait comme ça, le char du capitaine ici, un char à droite et un char à gauche en protection, et on était à 3 pelotons de 4, donc les 3 autres chars s'alignaient comme ceci derrière, et le 3e peloton était grosso modo 1000 mètres, 1500 mètres derrière, en bataille, et tout le dispositif travaillait comme ça. Et évidemment, silence radio, interdiction d'allumer les postes, même en EVF. Donc, on travaillait au fanion et à l'imitation. C'est-à-dire qu'avec mon char, je définissais l'axe que je voulais prendre, et à ce moment-là, les 2 ailes pivoter et s'aligner sur moi. Et là, on roulait. Et avec tout un tas de scénarios, c'est-à-dire, bon, on roulait, et puis tout d'un coup, accrochage à droite ou accrochage à gauche, et automatiquement, les pelotons manœuvraient sans ordre, sans radio, sans rien, de manière que si on détectait une menace d'un côté, ce peloton-là, le peloton du côté, s'arrêtait en bataille. Le peloton qui était ici ripait pour le prendre sur le flanc. Et le peloton derrière allait le prendre de l'autre côté.
Ça, c'est un de mes plus beaux souvenirs. Et on a eu la chance de pouvoir aller faire une journée de tir, de finir de prendre en main le système avant l'offensive. Bon, pour les petites anecdotes, c'est vrai qu'en temps de paix, on est toujours approvisionné face au champ de tir. Là-bas, quand on a approvisionné, c'est vrai que quand on est dans le char, avec un petit mouvement de tranquillité, on a toujours tendance à jouer avec les moutons. Bah là, on joue plus avec les moutons. Et le plus dur, ça n'a pas été ça, le plus dur, c'était de revenir au mode temps de paix. Et là, une vraie horreur. Tous les casse-pieds, je restais poli, tous les casse-pieds qui étaient 80 km derrière, à partir du moment où ils ont déclaré que c'était la fin, on les a eu sur le dos. Et là, Et on est monté au nord du Mali parce que le camp de la MINUSMA qui était là-bas s'est fait attaquer, s'est fait raser à 90%. Donc ils ont appelé les Français à l'aide. On est monté avec l'ONU, on est monté, hop, on a mis 300 km, on a mis 2 jours et demi pour monter. Les vagues derrière, tous les 5 mètres.